Bonjour à tous et bienvenue sur Une fille au volant. Je vous retrouve pour un nouvel essai vidéo. Aujourd'hui, je suis à Copenhague, au Danemark, pour essayer la nouvelle Nissan Leaf. Alors, la Nissan Leaf, c'est une voiture iconique dans la gamme du constructeur japonais. Pour mémoire, la première génération avait été dévoilée en 2010 lors du Salon de Paris. Et aujourd'hui, on fête les 15 ans donc, de cette berline qui, comme vous pouvez le voir, s'est transformée en véritable crossover. Mais on va revenir dessus juste après. Pour mémoire, la Nissan Leaf, c'est plus de 700 000 exemplaires vendus dans le monde en 15 ans, ce qui est vraiment pas mal du tout. Et on se rappelle surtout que c'était la voiture électrique la plus vendue au monde jusqu'en 2019, puisqu'elle a été détrônée par la Tesla Model 3 depuis, qui reste là encore leader des ventes. Bien évidemment, comme d'habitude, je vais vous montrer un petit peu l'extérieur de cette Nissan Leaf qui change radicalement par rapport à la précédente génération qu'on connaît déjà bien, vous pouvez le voir juste ici. Mais je vais vous faire aussi un petit tour du propriétaire à l'intérieur, puisque vous allez voir qu'il y a beaucoup de nouveautés. Et bien sûr, je vais vous emmener sur les routes autour de Copenhague pour voir ce qu'elle a sous le capot. C'est parti! Je vous l'ai dit et vous l'avez évidemment remarqué, le style de cette Nissan Leaf, il évolue totalement par rapport à la précédente génération. Déjà, on n'est plus sur une compacte, on est sur un vrai crossover, un segment que le constructeur maîtrise très bien, puisqu'on le rappelle, il a été le pionnier de ce segment. Donc, je vais évidemment revenir sur le design de cette voiture, mais avant tout, il faut savoir qu'elle n'est pas totalement inédite. En effet, elle a été préfigurée par le concept Chill Out, sorti en 2021, dont elle reprend quand même la silhouette globale ainsi que certains éléments. Donc, pour revenir un petit peu plus en détail sur le style extérieur, on note déjà l'une des grosses nouveautés, hormis évidemment la silhouette qui augmente, mais vous allez voir que les dimensions sont quant à elles un petit peu plus compactes que la précédente génération, contrairement à ce qu'on peut croire. En revanche, donc, ce qui change beaucoup, c'est toute cette face avant, et notamment les feux. Alors on peut voir, on a des très beaux feux à LED, très bien dessinés, moi je les trouve très jolis, qui sont réunis avec ce bandeau noir qui a aussi une petite bande rétro-éclairée. Et grosse nouveauté sur cette nouvelle génération, on retrouve également le logo rétro-éclairé. On a un bouclier assez visible et qui permet quand même de refroidir un petit peu le moteur. Et on note également qu'on retrouve des lamelles qui bougent selon le besoin, ce qui permet d'améliorer le CX, qui a d'ailleurs été amélioré par rapport à la précédente génération, puisqu'il passe de 0,28 à 0,25, ce qui permet d'améliorer l'autonomie de la voiture et de réduire la consommation. Je vous montre un petit peu le profil de cette nouvelle Nissan Leaf. Et vous pouvez le voir, là encore, c'est surtout là où on voit le plus gros des changements. Fini la silhouette de compact, on est sur un vrai crossover avec de très belles jantes de 19 pouces. Ici, il faut savoir qu'on est sur la version la plus haut de gamme qui se reconnaît notamment avec le toit noir Biton. On note également la toute nouvelle couleur exclusive bleu à bas qui lui va, je trouve, très bien. C'est la couleur de lancement, très jolie. On a évidemment 7 teintes de carrosserie qui sont proposées dans la gamme du constructeur. Mais voilà, moi j'ai un petit coup de cœur pour celle-ci. Alors je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. Les dimensions, comme je vous l'ai dit, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, elles sont en baisse par rapport à la précédente génération. On a une longueur de 4,35 m seulement, ce qui reste quand même assez compact dans l'ensemble. Et on va voir également que le diamètre de braquage a été amélioré. Il est aux alentours de 10 mètres à peu près, il est en baisse par rapport à la précédente génération, ce qui permet de la rendre un petit peu plus maniable, et on va l'expérimenter bien évidemment dans les rues un peu escarpées de Copenhague, mais je vous retrouve dans quelques minutes pour en savoir plus à ce sujet-là. En tout cas, cette ligne, elle est quand même très réussie. On n'est pas sur un crossover très massif, etc., puisque on a une ligne qui est assez coupée, avec une lunette arrière ici, relativement inclinée quand même, ce qui permet d'améliorer l'aérodynamisme, puisque c'est quand même l'un des éléments clés de cette voiture, puisque on est sur une voiture électrique et forcément il faut qu'elle consomme le moins possible pour limiter les charges, etc. Là le pari est réussi, mais on va le voir là encore en conduite et notamment au niveau de la consommation. Mais en tout cas, tout a vraiment été fait pour optimiser la conso de cette voiture. Malgré tout, on a quand même des barres de toit. Alors selon le constructeur, elles ont été rajoutées tout simplement pour le design, puisque c'est un crossover, c'est un petit SUV, et pour vraiment accroître cette impression, vraiment un petit peu de robustesse aussi, et lui donner un petit peu plus de caractère. Enfin, un petit mot sur la partie arrière que je trouve là encore très réussie. Déjà parce qu'on a cette lunette qui est donc très inclinée et qui se termine par un petit béquet discret mais qui est bien là. Et il y a toute cette partie noire. Alors ceux qui connaissent un petit peu le constructeur verront un hommage notamment à la Datsun 240Z et que je trouve très réussi, assez subtil quand même, mais j'aime beaucoup. On retrouve également des feux holographiques donc de chaque côté. Il y a un petit clin d'œil qui est très sympa. Le constructeur là encore a voulu rappeler ses origines japonaises. Je sais pas si vous le savez, mais en japonais, Nissan, ça veut dire 2 et 3. Et en fait, on a juste là 2 et 3, donc Nissan. Un petit clin d'œil très sympa, et en fait, ce type d'easter egg, il y en a 20 dans la voiture. On va essayer d'en chercher quelques-uns ensemble dans la suite de notre essai. Et en parlant d'easter egg, il y a un autre que je voulais vous montrer, c'est celui-ci, qu'on a vu également sur la Micra, et là encore,
on a le Nissan donc sur la trappe de recharge et vous allez voir qu'il y en a plein d'autres à l'intérieur. Nous sommes maintenant à bord de cette Nissan Leaf et vous pouvez le voir, l'intérieur change là encore radicalement par rapport à la précédente génération et surtout il se modernise. J'avais été assez déçue de la deuxième Nissan Leaf parce que je le trouvais un petit peu daté ce poste de conduite. Là c'est vraiment plus du tout le cas. On retrouve vraiment une présentation qui est au standard du reste du segment et du reste du marché. On a notamment une immense dalle numérique qui se divise en fait en deux écrans, un combiné d'instrumentation et un écran tactile et les deux mesurent 14,3 pouces, donc ils sont quand même assez imposants et ça permet d'avoir une bonne lisibilité et c'est plutôt sympa. Le combiné d'instrumentation, il est très clair, très lisible, très agréable à utiliser et on a également un affichage tête haute projeté sur le pare-brise qui permet de rendre la conduite encore plus simple et de ne pas quitter la route des yeux. Donc pour la sécurité, c'est quand même un très bon point. L'écran tactile, il est quant à lui très agréable à prendre en main. Je le trouve peut-être un petit peu bas quand même, j'aurais peut-être aimé l'avoir un petit peu plus haut. En revanche, il est très facile d'accès. Moi, je suis pas très grande, je suis assise assez près du volant, mais je peux y accéder assez facilement. Évidemment, il faut éviter de le faire en conduisant, mais si on a besoin, il est quand même assez simple à utiliser. Les graphismes, ils sont bons dans l'ensemble, hein, c'est très moderne et on a une bonne réactivité également. L'ergonomie, elle est correcte, hein, il faut quand même un certain temps d'adaptation, hein, comme sur tous les systèmes d'infodivertissement. Mais dans l'ensemble, ça reste bien pensé quand même, on a vraiment tout ce qu'il faut. On retrouve évidemment Apple CarPlay et Android Auto sans fil, mais également un planificateur d'itinéraire intégré, ce qui est très pratique sur les voitures électriques, notamment sur les longs trajets, puisque cette Nissan Leaf, c'est une voiture qui est aussi faite pour aller loin. Elle a avant tout pour but d'être la première voiture du foyer, donc il faut vraiment toutes sortes d'effets. Donc il faut évidemment toutes sortes d'équipements pour la rendre simple à utiliser et pas se prendre la tête avec la motorisation électrique. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a quand même des raccourcis pour tout ce qui est lié à la climatisation. C'est pas des vrais boutons physiques, mais c'est des touches à retour haptique. C'est pratique et c'est plutôt bien intégré. Moi, c'est vrai que j'aime bien les vrais boutons, vous savez, où on doit appuyer assez fort quand même parce que ça permet de pas faire d'erreur, etc. Mais là, je trouve que c'est assez joli, c'est bien intégré, ça permet de rendre l'intérieur encore plus moderne. La présentation, elle est quant à elle très réussie, moi je trouve, elle est très qualitative. Les finitions sont bonnes aussi. Et on a ce revêtement, alors on a un large choix là encore de sellerie, etc. Pour rappel, on est sur une version haut de gamme ici. Et on retrouve donc ce simili-cuir un petit peu partout, notamment sur les sièges, que je trouve d'ailleurs très beaux et qui sont à réglage électrique. Donc c'est un très bon point également pour le confort. Et j'aime beaucoup ici cette planche de bord, déjà qui dépasse un petit peu comme ça. Et je trouve que ça donne une impression un petit peu cosy, on est un petit peu dans un cocon, c'est vraiment très très cool. Et donc ce bleu très foncé, très joli, avec ce revêtement en tissu, là encore qui apporte un petit peu de chaleur dans cet habitacle. Celui-ci reste quand même assez sobre dans l'ensemble, mais pas austère, attention. Et surtout on a ce grand toit panoramique, alors il n'est pas ouvrant, il est juste panoramique. Et il reprend la technologie qu'on retrouve notamment sur le Scénic avec le toit Solar Bay, qui permet en fait juste en une simple pression de ce bouton de s'opacifier ou de se désopacifier à la demande en quelques secondes seulement. Là je viens de vous faire la démonstration, c'est passé très très vite et ça permet d'alléger la voiture puisqu'on n'a pas, vous savez, de rideau de toit. Ça permet également d'augmenter la garde au toit et évidemment on a une protection thermique aussi et UV, donc ça permet d'avoir l'habitacle qui reste à une bonne température et de moins solliciter la climatisation, ce qui permet de réduire la consommation, là encore, de la voiture. Tout a vraiment été pensé à ce niveau-là pour permettre d'espacer les recharges et d'optimiser l'autonomie, mais là encore je vais revenir dessus juste après. Il y a un point qui me chiffonne un petit peu, c'est pas dramatique, mais moi je suis pas très fan, c'est la commande de la boîte de vitesse. On n'a pas de commodo ici ou au milieu, ce qui permet de dégager de la place pour les rangements. En revanche, ça se trouve ici, on a des boutons. Et moi j'ai jamais vraiment été trop fan de ce genre de système, tout simplement parce que je trouve que c'est pas forcément hyper intuitif. Moi j'ai plus de préférence, vous savez, quand on a juste à faire ici, c'est beaucoup plus simple. Après, bon, ça, il faut un petit temps d'adaptation. On retrouve également tous les boutons liés au système e-pédale sur lequel je vais revenir dans la suite de cet essai. Et en termes de rangement, c'est assez correct, hein. On retrouve déjà un chargeur à induction ici pour le smartphone et cette console centrale avec donc deux porte-gobelets, mais également un rangement relativement profond ici sous la coudoir. On a bien sûr une boîte à gants qui est pas énorme, mais ça fait le job quand même dans l'ensemble. Donc c'est une voiture qui se veut familiale et bien pensée, et je vais vous emmener à l'arrière pour voir ce que ça donne à ce niveau-là. Nous voici maintenant à l'arrière de la Nissan Leaf. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal d'espace. Alors l'empattement mesure 2,69 m, ce qui est quand même assez correct. Surtout que pour rappel, on est sur une voiture qui est assez compacte, hein, qui mesure 4,35 m de long. C'est pas beaucoup, et pourtant on sent vraiment bien à l'intérieur. Petit point intéressant, on est sur une voiture électrique, donc on n'a pas de tunnel de transmission, ce qui permet de rendre la place du milieu
assez vivable, même si comme d'habitude elle reste quand même assez étroite et pas recommandée forcément pour les longs trajets, mais on peut quand même s'y asseoir assez confortablement. Je vous l'ai dit, on a une garde de toit assez élevée, notamment grâce à ce toit panoramique qui évite d'avoir un système de rideau, donc qui permet de gagner un petit peu de place, ce qui fait que même quand on a un grand gabarit, on se sent à l'aise. Comme d'habitude, je le précise, je suis à peu près 1m60 et j'ai réglé le siège à peu près pour moi, je l'ai un petit peu reculé par rapport à ma position de conduite habituelle et vous pouvez voir que quand même j'ai beaucoup de place. Et là encore, pour les grands gabarits et ceux qui ont des grandes jambes, ça sera pas gênant. L'habitabilité, elle est quand même très correcte. Au milieu, juste là, on retrouve une petite console centrale. On n'a pas de rangement à ce niveau-là. En revanche, on a des buses de climatisation et deux ports USB-C, ce qui est très pratique, notamment là encore sur les longs trajets. Et je voulais revenir sur les bacs de portière. C'est un sujet très important pour moi, et notamment si vous avez des enfants, puisqu'il y aura forcément besoin de mettre des affaires. Ceux-ci sont très petits, là encore, mais ils sont conçus pour mettre une petite bouteille d'eau debout. Donc ça reste quand même assez pratique et assez utilisable. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le traitement des sièges. Souvent, la banquette arrière dans les voitures d'aujourd'hui, elle est assez négligée quand même. On a un intérieur assez sombre et souvent il n'y a pas vraiment un travail qui est fait à ce niveau-là. Et là, je trouve que c'est vraiment très réussi. Donc c'est évidemment le même traitement que sur les sièges avant, avec ce simili-cuir blanc très joli et cette petite touche de bleu qui rappelle la planche de bord à l'avant. Et ce qui fait qu'avec cette teinte blanche, bon évidemment, comme je vous l'ai dit, un large choix de couleurs, mais on a un intérieur qui est quand même lumineux, qui apporte beaucoup de lumière, qui reste cosy quand même, hein, c'est pas froid non plus, mais c'est très lumineux, très agréable avec ce grand toit, cet intérieur tout blanc avec, moi j'aime bien ce petit détail ici, et ce qui fait qu'on a une voiture qui est très agréable à vivre. Côté rangement, là encore, on retrouve des petites pochettes juste ici derrière les sièges, c'est classique, mais ça fait toujours son petit effet et c'est très pratique, notamment là encore pour les longs trajets. Un petit mot sur le coffre également. Alors il faut savoir que celui-ci affiche un volume de 437 litres et on peut voir que la banquette arrière est évidemment rabattable. Nous voici maintenant au volant de cette nouvelle génération de la Nissan Leaf. Alors, il faut savoir que celle-ci repose sur la plateforme CMF EV, une plateforme qui est déjà bien connue au sein du groupe, puisque déjà elle est partagée avec l'Ariya, mais également avec la Renault Mégane E-Tech. Donc c'est une architecture qu'on connaît déjà très bien et qui fait une nouvelle fois ses preuves donc sur le crossover urbain. Un petit mémo déjà sur les caractéristiques techniques. Alors il faut savoir que cette Nissan Leaf, elle se décline en deux versions. La première de 177 chevaux qui est l'entrée de gamme et notre modèle d'essai de 217 chevaux pour un couple de 355 Nm. Donc c'est vraiment le modèle que l'on a à l'essai en ce moment et qui est donc la version qui coiffe le catalogue et qui est plutôt performante dans l'ensemble, hein, mais on va le voir un petit peu durant notre conduite. Le 0 à 100, il est quant à lui réalisé en 7,6 secondes sur notre version d'essai. Il faut un petit peu plus de 8 secondes sur le modèle d'entrée de gamme, donc c'est une différence qui reste quand même assez minime, surtout qu'on n'est pas sur une voiture de sport non plus, hein, il faut bien le rappeler. Et la vitesse maximale, elle est quant à elle limitée à 160 km/h pour préserver la batterie notamment, et notamment ouais, évidemment l'autonomie de cette voiture. En tout cas, comme je vous l'ai dit, sur la partie intérieure, déjà on retrouve bien ses repères dans cette voiture. On est bien installé, on a une position de conduite qui est très agréable. Moi je suis pas très grande et en général il y a beaucoup de voitures avec lesquelles je suis pas forcément hyper bien installée. Là c'est vraiment pas le cas, on a une position qui est assez haute, hein, quand même, on est assez haut perché, ce qui devrait plutôt plaire notamment aux conducteurs assez âgés, et on le rappelle que la moyenne d'âge des acheteurs de véhicules neufs, elle est quand même relativement élevée, hein, un peu plus d'une cinquantaine d'années, donc c'est un très bon point à ce niveau-là. Vous l'avez entendu peut-être, on a pas mal d'aide à la conduite, puisque pour rappel, et comme je le précise à chaque essai, on a les normes européennes qui obligent les constructeurs à mettre tout un tas d'aides à la conduite, et notamment ici l'alerte de survitesse, mais également le système qui vous dit en fait si vous déviez de la voie, ce qui est particulièrement pratique notamment sur l'autoroute. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de bips qui sont assez forts et qui peuvent un peu déranger. Sur cette voiture, on a aussi un système qui surveille si le conducteur regarde bien la route. C'est très pratique évidemment, sauf que dans certains cas c'est pas toujours très adapté, notamment dans ce cas-là, puisque je vous regarde et la voiture, moi, elle détecte que je regarde pas la route et donc ça bip un peu dans tous les sens. Tout ça, ça peut se désactiver. Il va falloir aller dans l'écran. Je trouve que c'est pas forcément hyper pratique, mais
En tout cas, sachez qu'on peut le désactiver, mais il faudra quand même le réactiver à chaque fois qu'on reprend la voiture. C'est quelque chose qui est obligatoire en Europe, malheureusement, et donc le constructeur doit s'adapter et on peut rien y faire. En tout cas, même si ces aides, bon, elles sont assez sonores, on les entend quand même pas mal, ça reste relativement correct. Je voulais aussi revenir, pendant qu'on y est donc sur la batterie, on a deux capacités, 52 et 75 kWh. Nous, comme je vous l'ai dit, on est sur le modèle haut de gamme, donc on a la plus grosse batterie qui offre une autonomie qui peut aller jusqu'à 622 km selon le cycle WLTP, ce qui est très bien et ce qui est très rassurant surtout. D'autant plus qu'on a une charge qui est quand même assez rapide, puisque elle se charge de 20 à 80% en moins de 30 minutes. C'est pas révolutionnaire non plus, attention, mais c'est quand même assez correct dans l'ensemble. Et en moins de 10 minutes, on peut déjà récupérer plus de 400 km, ce qui permet de pas passer non plus 3 heures à la borne et d'avoir assez d'autonomie pour aller jusqu'à la prochaine. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Surtout que je vous l'ai dit, on a un planificateur d'itinéraire intégré aussi dans la voiture, donc on peut vraiment bien anticiper et prévoir ses trajets. Donc ça, c'est très cool. On retrouve aussi une pompe à chaleur. Et la voiture, je ne l'ai pas précisé, mais elle a la charge bidirectionnelle qui permet de brancher des appareils électriques directement sur la prise de charge de la voiture, ce qui peut être utile par exemple quand on part en vacances ou en camping, etc. Donc ça, c'est très bien, c'est quelque chose que Nissan proposait déjà sur la précédente génération. Et là, bientôt, le constructeur va également proposer le système V2G, Véhicule to Grid, qui va permettre en fait tout simplement de brancher sa voiture à la maison. On va pouvoir recharger la voiture pendant les heures creuses et ensuite réinjecter cette énergie pour alimenter la maison pendant les heures pleines, par exemple le soir quand on a besoin de regarder la télé ou de faire la cuisine. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver sur la Nissan Leaf. On n'a pas encore la date exacte, mais c'est quelque chose qui est quand même très intéressant. Maintenant, on va revenir vraiment sur le produit en lui-même et sur la conduite qui est très agréable. Alors, j'avais essayé notamment l'Aria il y a quelques temps déjà, et notamment l'Aria Nismo, dont vous pourrez retrouver la vidéo également sur la chaîne YouTube Une fille au volant. Et j'avais beaucoup aimé, même si j'avais trouvé que le comportement était assez pâteau. Là, c'est aussi un petit peu le cas sur cette Leaf, même si je trouve que c'est quand même un petit peu mieux maîtrisé dans l'ensemble. On a des suspensions qui sont bien calibrées, je trouve, pas trop fermes non plus. J'ai pris pas mal de ralentisseurs avec et c'est relativement confortable. Et c'est pas trop mou non plus. C'est vraiment, je trouve, un caractère très homogène dans l'ensemble. Même chose pour la direction, elle est assez informative quand même. On a beaucoup de voitures électriques où la direction elle est un petit peu molle, ce qui est fait pour améliorer le confort, etc., ou tout du moins donner une impression vraiment de confort, sauf que on a l'impression de conduire du chewing-gum et c'est pas toujours très agréable, donc c'est pas rond les roues, etc. Là pour le coup, la direction elle est informative vraiment juste comme il faut, c'est très cool. Après on n'oublie pas que c'est pas une voiture de sport de toute façon, donc ça reste une auto pour faire des longs trajets surtout, mais aussi pour aller en ville. Comme je vous l'ai dit, on a un diamètre de braquage qui a été réduit par rapport à la précédente génération et un gabarit qui est aussi plus petit, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque la voiture elle semble quand même plus imposante et pourtant c'est pas du tout le cas. Donc vraiment le constructeur a vraiment fait un travail très intéressant sur ce point. Donc je vous ai parlé de la batterie et donc je voulais revenir notamment sur la consommation. Là on a fait un trajet qui est assez mixte, avec pas beaucoup d'autoroutes mais plutôt des grandes départementales, etc. Et j'ai une conso qui est entre 14,9 et 15 kWh ou 100 km, ce qui est assez correct puisque la voiture elle reste quand même assez lourde. C'est une auto électrique, donc forcément on a le poids des batteries à ajouter. D'ailleurs celles-ci sont installées sous le plancher, ce qui permet d'avoir un centre de gravité qui est assez bas, ce qui permet du coup d'améliorer le dynamisme global et de limiter la prise de roulis. C'est quelque chose qu'on trouve sur la grande majorité des voitures électriques et ça permet aussi de gagner de la place dans le coffre puisque les batteries donc sont sous le plancher, ce qui fait que celui-ci il est parfois un petit peu haut. C'est pas trop le cas sur cette voiture en revanche, comme on l'a vu juste avant. Au niveau du freinage, celui-ci il fonctionne plutôt bien parce que parfois sur les voitures électriques, vous savez, on a le freinage régénératif et le freinage mécanique traditionnel, et parfois quand on presse la pédale il se passe pas grand chose et d'un coup en fait la transition entre le freinage régénératif et le freinage mécanique est un petit peu brutale et pas toujours très agréable. Là c'est vraiment pas le cas. Je trouve que le freinage il est assez naturel et ça c'est très cool, et surtout on a 4 niveaux de freinage régénératif qui peut aller jusqu'à l'arrêt complet du véhicule avec le système e-pédale qui est très connu et que l'on retrouvait déjà sur les précédentes générations de la Leaf, qui permet, voilà, on relâche la pédale d'accélérateur, si on relâche très fort, la voiture va vraiment aller jusqu'à l'arrêt complet. C'est très utile notamment dans les embouteillages puisque ça permet déjà de ne pas solliciter les freins. Quand on a essayé ça, on a presque du mal à revenir un petit peu sur une voiture thermique où quand on relâche l'accélérateur il se passe rien, même si moi il faut savoir que j'utilise
pas trop la régénération et encore moins le mode e-pédale quand je conduis comme ça sur des routes ouvertes. Je préfère l'utiliser vraiment en ville ou à l'approche d'un feu rouge. Je trouve que c'est plus agréable puisque là en fait dans ce cas de figure ça apporte pas grand chose et en fait ça a presque tendance à faire un petit peu plus consommer la voiture puisque ça la retient toujours un peu. Dès qu'on relâche un tout petit peu l'accélérateur, la voiture elle va freiner, donc il va falloir accélérer plus fort pour la relancer. Donc c'est un outil à utiliser avec parcimonie, c'est un peu à double tranchant quand même, mais en tout cas c'est très bien que le constructeur le propose et je trouve que dans les bouchons c'est vraiment très pratique. Et pour régler les différents niveaux, donc si on veut pas aller jusqu'au e-pédale, donc ça pour celui-là on a un bouton, mais on retrouve également des palettes au volant et ça je trouve ça super pratique. Je suis trop contente que Nissan propose ça sur sa voiture, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus aujourd'hui. Il y a quelques années, je sais pas si vous vous rappelez, on avait surtout un mode B, soit au niveau du commodo de la boîte de vitesse, soit un bouton à activer, mais du coup on avait souvent que deux niveaux, soit pas de régénération du tout, soit un niveau parfois un peu fort. Là on peut vraiment moduler comme on veut en fonction des besoins. Par exemple si on est dans une côte, on va peut-être le mettre un peu plus fort pour freiner la voiture, etc. Mais on peut vraiment le faire comme nous on le sent et ça c'est vraiment cool et puis c'est surtout très pratique à prendre en main aussi, il faut quand même le préciser. On retrouve également tout un tas d'aides à la conduite sur cette voiture et notamment le système de conduite semi-autonome ProPilot qui est là encore très connu au sein de la gamme. On l'a notamment sur le Qashqai, etc. que j'ai pu aussi essayer. Donc c'est vraiment un système très pratique, donc c'est une conduite semi-autonome de niveau 2 qui cumule une assistance au maintien dans la voie et un régulateur de vitesse adaptative, ce qui est utilisé évidemment uniquement sur autoroute, mais dans l'ensemble, ce système que j'ai déjà essayé à plusieurs reprises, il fait plutôt ses preuves, hein. Vraiment ça fonctionne très bien, donc pas de souci à se faire là-dessus. Et c'est une voiture globalement qui est très agréable à conduire, elle est confortable déjà. Là je passe sur des dodanes, je suis en ville et puis ça se passe plutôt bien, l'amortissement il est très correct, pas ferme du tout, mais assez quand même pour avoir un certain dynamisme. Et surtout on a une bonne insonorisation dans cette voiture, donc ça c'est vraiment très cool aussi. Même si on roule à plus haute vitesse, on a quelques petits vraiment léger bruit d'air, mais c'est pas non plus très important, c'est pas flagrant non plus, donc ça va. Dans l'ensemble, même si les rétroviseurs sont quand même assez grands, hein, il faut le préciser. Il faut savoir qu'on a également plusieurs modes de conduite sur cette Nissan Leaf et en fait ils peuvent se choisir non pas au niveau du volant comme on pourrait le croire ou depuis l'écran, mais ici sur la console centrale, ce qui est assez déstabilisant quand même, hein. J'ai mis un petit peu de temps, je vous avoue, à trouver, mais en fait c'est juste ici on a un bouton des modes et en fait on peut le choisir directement ensuite dans l'écran. Donc depuis le début moi je suis en mode standard, moi c'est le mode que je préconise et que je préfère. Le mode éco il a tendance à brider un petit peu les performances et donc c'est un peu comme le freinage régénératif, ça fait qu'on va avoir besoin de mettre un petit peu plus d'effort pour avancer. Et j'avais discuté notamment avec des experts de l'éco-conduite que vous pourrez d'ailleurs retrouver dans une vidéo que j'ai postée sur la chaîne YouTube Une fille au volant. Et en fait ça a tendance à faire légèrement surconsommer la voiture. On a aussi un mode sport qui est je trouve assez sympa puisque ça permet d'avoir un surplus de puissance et une meilleure réactivité aussi de l'accélérateur. Et il faut le rappeler, hein, on est sur une voiture électrique, donc qui dit voiture électrique dit couple délivré instantanément, donc ce qui permet par exemple de gérer un dépassement un petit peu rapide ou de déboîter quand on n'a pas beaucoup le temps, ou tout simplement de vouloir s'amuser un petit peu avec cette voiture, même si je vous l'ai dit c'est pas l'auto qui sera la plus adaptée. Et si vous voulez un petit peu plus de dynamisme, il faudra peut-être plutôt vous pencher vers un Ariya Nismo qui est cependant plus grand et aussi pas forcément le même budget, hein. Mais en tout cas c'est quand même bien que le constructeur propose plusieurs modes. On retrouve aussi un mode personnel qui permet, comme son nom l'indique, de le personnaliser et vraiment de gérer les réglages comme on le souhaite pour avoir par exemple une meilleure réponse de l'accélérateur, mais on peut vraiment le faire à sa sauce et ça c'est vraiment très cool aussi. Moi je vais me remettre en mode standard puisque c'est le mode moi je trouve le plus adapté, surtout là vous pouvez le voir on est sur des routes un petit peu cabossées au milieu de la forêt danoise, donc c'est pas forcément la peine de mettre le mode sport. En revanche ça nous permet de tester un petit peu la conduite off-road au volant de cette Leaf et puis surtout de mettre à l'épreuve le confort, et c'est plutôt correct parce que la route elle est quand même bien abîmée, elle est bien cabossée et ça le fait complètement. Donc vous pouvez envisager de partir à la campagne ou sur des routes un petit peu abîmées avec cette voiture sans problème. Et même si vous avez des problèmes de dos, surtout qu'on est quand même bien installé,
On n'est pas dans une voiture qui va être aussi confortable qu'une Citroën, qui est quand même le top du top à ce niveau-là, mais ça fait tout à fait le job. En fait, elle offre toutes les prestations qu'on attendrait d'une voiture électrique, le confort, le silence, la facilité aussi d'utilisation, un écosystème qui est très complet, mais assez simple à prendre en main quand même, puisque là encore, je vous le rappelle, les acheteurs de voitures neuves, ils sont assez âgés, donc il faut pas se compliquer plus que ça la vie. C'est assez intuitif dans l'ensemble. Très globalement, cette voiture, elle fait le job, elle est convaincante et en fait, elle répond vraiment aux besoins de ceux qui aimeraient acheter une voiture électrique. Il faut quand même rappeler que Nissan a été l'un des pionniers de la voiture électrique sur le marché, avec une Nissan Leaf qui a été le best-seller mondial. Donc le constructeur, c'est vraiment ce qu'il fait. Pour le coup, il a quand même une solide expérience dans le domaine. Donc on peut vraiment lui faire confiance et ça se voit. C'est un produit qui est quand même très abouti en termes de finition, bien sûr, mais aussi en termes de prestations globales. C'est très satisfaisant. Donc Nissan a vraiment fait du bon boulot. Et aussi un point très intéressant, c'est que cette voiture, elle est produite en Europe et plus précisément au sein de l'usine de Sunderland, que j'ai eu la chance d'ailleurs de visiter, qui accueille notamment le Qashqai, et qui a aussi produit les précédentes générations de la Nissan Leaf. Donc celle-ci sera aussi fabriquée en Europe. Elle aura le droit au bonus écologique puisque son prix démarre à partir de 36 000 €. Elle aura le droit donc au bonus et éventuellement à la bonification de la batterie qui sera une aide supplémentaire. C'est encore sous réserve pour l'instant de l'accord du gouvernement, mais sachez voilà que cette voiture, elle est éligible à tout un tas d'aides, etc. Pas au leasing social puisqu'elle est quand même un petit peu trop chère. Elle a en tout cas plein d'avantages et surtout une fabrication en Europe, ce qui est quand même très important. Elle a été d'ailleurs développée en grande partie en Europe, un petit peu au Japon aussi, mais c'est une voiture qui a vraiment été conçue pour le marché européen, même si elle sera vendue aussi dans le reste du monde. Mais elle est vraiment adaptée en tout cas à nos routes, à nos normes, etc. Et ça se voit, c'est un produit vraiment très convaincant.